Planetes, qu'est-ce que c'est? C'est un pôle de recherche national, c'est-à-dire que c'est une institution, ce sont les universités de Berne, de Genève et de Zurich qui se sont mises ensemble pour étudier les exoplanètes. Qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Nous, on vit dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Il y a à peu près 200 milliards d'étoiles dans cette Voie lactée et on cherche des planètes autour d'autres parmi ces 200 milliards d'étoiles. Alors évidemment, près des étoiles les plus proches du Soleil, parce que c'est les plus faciles à détecter. La question qui va se poser, qui est sous-jacente à cette recherche d'exoplanètes, c'est bien sûr la recherche de la présence de vie sur une autre planète que la nôtre. Donc c'est d'où le titre ici. Est-ce que vraiment on a des espoirs de trouver de la vie? Et quel est le rapport un peu aussi avec la science-fiction qui imagine toujours qu'il y a quand même de la vie ailleurs? Alors vous voyez, l'imagination des auteurs de science-fiction est quand même énorme. Hein. Alien, la guerre des mondes, ça j'ai mis un petit dessin là, une petite photo, c'est la souche Andromède, c'est cette fameuse bactérie qui vient sur Terre et qui tue tout le monde. Donc c'est aussi une présence de vie. La présence de vie, ce n'est pas que des êtres humains comme vous et moi, mais il y a aussi des bactéries, des animaux, etc. Alors ils sont la plupart du temps méchants, mais il y a quand même des gentils aussi. Donc vous voyez là, hein, celui qui est en bas. Alors pour les chats, il est un peu moins gentil. Hein, d'accord. Et puis il y en a beaucoup aussi qui ont imaginé, vous voyez, carrément des civilisations extraterrestres. Récemment avec le film d'Avatar de James Cameron et puis d'autres images de civilisation extraterrestre. Alors cette idée de civilisation extraterrestre, en fait, elle n'a pas, comment dire, travaillé que les auteurs de science-fiction, elle a aussi beaucoup interpellé des scientifiques, des astronomes, des physiciens. Ici, je cite Enrico Fermi, qui est un physicien italien qui a eu le prix Nobel de physique, qui s'est posé la question, s'il y a des extraterrestres, où sont-ils? Alors pourquoi, qu'est-ce qui a pu lui faire poser cette question? Eh bien, c'est que le Soleil est une étoile jeune dans la galaxie. Elle a seulement, entre guillemets, seulement 4,5 milliards d'années, alors que la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, a 10 milliards d'années. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des systèmes planétaires qui soient nés avant le nôtre, et puis que la vie se soit développée sur un autre système planétaire et qu'il y ait une civilisation extraterrestre. Pourquoi pas? Mais alors, à ce moment, pourquoi ils ne sont pas rentrés en contact avec nous s'ils ont autant d'avance? Parce que si on prend le temps, bon là vous êtes peut-être un peu loin, mais si on reprend l'échelle du temps de notre univers, ici est née la Voie lactée, il y a 10 milliards d'années. La première apparition possible de la vie, ça pourrait être à moins 9 milliards d'années, puisqu'il a fallu 1 milliard d'années pour que la vie apparaisse sur la Terre. Quand la Terre est née, la vie est apparue très vite. Hein. Ça n'a pas pris 4 milliards d'années, ça a pris même pas 1 milliard d'années pour que la vie, sous forme bactérienne, bien sûr, hein, je ne parle pas des êtres humains, mais sous forme bactérienne est arrivée assez vite. Donc, si, quand la Voie lactée est née, une étoile type solaire qui est née et il y a un système planétaire qui s'est développé, il pourrait avoir ces extraterrestres des milliards d'années d'avance sur nous et pourraient éventuellement être quelque part dans la Voie lactée. Alors, il y a des gens, il y a un certain, donc les explications possibles. Alors, pourquoi ils ne sont pas rentrés en contact avec nous? Ben alors, il y aurait peut-être que de la vie sur Terre, dans le fond, hein, c'est tout à fait possible. Ces civilisations seraient tellement éloignées, je vous rappelle que notre galaxie, hein, qui est un disque à peu près comme ça, fait 100 000 années-lumière de part en part. Hein, alors pour aller d'un endroit à l'autre, ça prend vite du temps, surtout avec la technologie que nous on a pour le moment, ou même à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour traverser toute la galaxie. Donc communication et voyage impossible, et puis il y a la dernière solution, ils existent, mais ils restent discrets. Ça veut dire qu'ils se sont dit, oulala, ceux-là qui se débrouillent avec leur planète, on ne va pas venir les embêter, ou bien on ne veut pas perturber le sens de l'histoire, pourquoi pas, hein. En 1961, il y a un monsieur qui s'appelle Frank Drake, qui essaye de quantifier le nombre de civilisations qui pourraient exister dans notre galaxie. Alors c'est une équation, vous voyez, qui est assez longue,
mais qui dépend du nombre d'étoiles qui se forment dans la galaxie, qui dépend du nombre de planètes qu'il pourrait y avoir autour de ces étoiles, qui dépendent du nombre de planètes habitables, c'est-à-dire qui ne sont pas trop loin, pas trop près de l'étoile, comme notre Terre, hein, on n'est pas trop loin, pas trop près du Soleil. Ça veut dire que l'eau peut être sous forme liquide, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, la vie peut se développer. Ça dépend du nombre de planètes où la vie a pu se développer. Et puis, pour finir, ça dépend aussi de la durée de vie d'une civilisation. Parce que si la civilisation dure 10 000 ans, mais qu'elle est née il y a 10 millions d'années, eh bien, elle est morte. Hein. Donc, on ne pourrait pas rentrer en contact avec elle. Et si on prend en considération les chiffres actuels, on estime, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, eh bien, il y aurait environ 2000 civilisations dans notre galaxie. Ça, c'est pour les plus optimistes. Et puis, pour les plus pessimistes, il y en aurait quand même une centaine. Et puis, ceux qui n'y croient pas du tout, ben, il y en aurait 0. Cela se trouve plutôt au Vatican ou dans d'autres endroits de ce genre. Donc, l'idée d'une civilisation extraterrestre n'est pas quelque chose de totalement farfelu. Hein. C'est ce à quoi on arrive à l'heure actuelle. Alors, ici, c'est sûr qu'on se dit, ben, on va chercher la vie. On va chercher la vie, mais où on va la chercher, cette vie? Oui, mon collègue. Il y a plusieurs endroits où la chercher, cette vie. On peut déjà commencer par notre voisinage, dans le système solaire. Donc ça, c'est relativement proche. Hein. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 100 millions de kilomètres. Donc c'est très très grand, mais à l'échelle de l'univers et à l'échelle de la galaxie, déjà, c'est vraiment très très proche. Donc, dans le système solaire, il y a plusieurs possibilités. Pour le moment, on n'a rien trouvé. Ça, c'est un état de fait. Pourtant, on a encore de l'espoir. Donc, sur Mars, Mars, vous avez déjà dû en entendre parler. Je pense que c'est assez médiatique, la recherche de vie sur Mars, ce genre de choses. Mais ça pourrait être aussi Vénus, Europe, Encelade. Europe et Encelade, ce ne sont pas des planètes, ce sont des lunes de Jupiter et Saturne. Donc, on va commencer par le cas de Mars, qui est très médiatique. Donc, Mars, ça fait longtemps qu'il y a cette idée de peut-être avoir de la vie sur Mars. Les premières, on va dire, les premiers résultats, pas forcément concluants, on a déjà eu en 1972 avec donc, ces canaux. Vous voyez ici, ces canaux ici, dont on a pu observer ça, on pensait que c'était peut-être dû à de l'eau qui coulait, qui avait fait ce serpentin comme une rivière. Alors pourquoi avoir de l'eau qui coule, on dit que ça pourrait être de la vie, parce qu'on considère qu'un des premiers critères pour avoir l'apparition de vie, c'est justement d'avoir de l'eau liquide. Parce qu'il y a des tas de raisons, notamment le fait que ça aide les interactions chimiques, le mélange d'espèces chimiques entre elles, ce qui pourrait justement créer cette vie et lui permettre d'évoluer plus rapidement, plus qu'un solide. Un solide, c'est assez stable, mine de rien. Donc il y avait cette première chose. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si c'est dû à de l'eau qui coulait ou pas. Ces choses-là, on est toujours un peu dans le flou. Après, en 1984, il y a eu, vous voyez ici, on pensait avoir détecté sur une météorite de la vie fossile, une météorite martienne. On est capable d'identifier les météorites si elles viennent plutôt de Mars ou d'autres endroits du système solaire. Alors malheureusement, c'était pas une bactérie qui venait de Mars. C'était pas une bactérie du tout. Ouais, c'était pas une bactérie. En fait, si vous prenez une pierre, vous pourriez dire tiens, ça a l'air d'être un fossile. Même on pourrait avoir l'impression de voir un coquillage, mais que ça peut être des processus géologiques qui sont aussi à l'origine de ça et donc absolument pas de la vie. Absolument pas un fossile. Ensuite, plus récemment, en 2005, on a pu voir de l'eau. Plus ou moins, ça c'est les pôles, c'est de la glace d'eau en fait, donc on n'a toujours pas de l'eau liquide. Par contre, en 2015, voilà. En 2015, vous pouvez voir là, ça change un petit peu. Ah, non, c'est mieux même. Vous pouvez voir, en fait, ça c'est en fonction des saisons. C'est une photo de Mars en fonction des saisons, et on voit ces traînées ici. Et on pense très fortement que ce sont justement des coulées d'eau. Alors, pas vraiment de l'eau, c'est de l'eau avec beaucoup de sel, donc c'est encore génial, mais c'est déjà un peu mieux. Donc on commence à avoir des traces d'eau, donc pourquoi pas, il pourrait y avoir de la vie, en tout cas microbienne sur Mars. Il faut encore faire beaucoup plus d'analyses. Et pourtant, c'est juste à côté de chez nous.
Donc ensuite, on a parlé aussi d'Europe, d'Encelade. Alors, Europe et Encelade, ce sont des lunes, elles sont recouvertes de glace. Il y a une grosse couche de glace, mais pour ces deux-là, on pense qu'en dessous de cette couche de glace, dû à la pression, il y a un océan d'eau liquide qui s'est formé. Et donc, dans cet océan d'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie aussi qui se développe, puisqu'on a de l'eau liquide. Donc la première possibilité, c'est soit juste en dessous de la couche de glace. En fait, la couche de glace, elle se renouvelle un peu et du coup, il y a des interactions chimiques avec l'eau. Donc il pourrait y avoir des éléments lourds comme du carbone, ce genre de choses à cet endroit-là. Le deuxième endroit, ce serait vraiment tout au fond de cet océan. Il y a c'est un peu de volcanisme actif, donc juste des cheminées, on va dire sous-marines, qui échappent des fumées, ce genre de choses. Et c'est un milieu très riche qui pourrait aussi permettre d'être un endroit propice au développement de la vie. Encelade, c'est le même principe. D'ailleurs, dans le cas d'Europe, il y a aussi une mission, donc pour l'instant totalement irréalisable d'un point de vue technique, mais ça pourrait être une bonne idée. Il y en a plusieurs, des idées de missions pour aller tester ça. Une d'elles, c'est d'envoyer un objet qui se poserait sur la surface de la glace, avec un réacteur nucléaire à bord, qui permettrait de fondre toute la couche de glace, c'est-à-dire plusieurs kilomètres de glace. Donc ça chaufferait pour fondre, descendre au milieu, et une fois que ce serait en bas de la couche de glace, ça larguerait un drone d'exploration sous-marine qui soit explorerait justement juste à la limite entre la glace et l'océan liquide, ou alors tout au fond de l'océan pour essayer de trouver de la vie. Mais alors c'est beaucoup de contraintes techniques, c'est beaucoup de contraintes aussi sur ce qu'on enverrait. Il faudrait qu'il soit vraiment stérilisé de manière très très forte pour justement ne pas avoir de vrais résultats et ne pas détecter de la vie qu'on aurait ramenée sur place. C'est possible aussi. Voilà, et donc sur Encelade, sur l'écran vous n'allez pas voir quelque chose. Vous pouvez voir ici ces petits points de lumière, ça ce sont des geysers. C'est ce qu'on appelle du cryovolcanisme, donc vous avez de l'eau qui de temps en temps part. Donc ça aussi, il y a des processus qu'on ne comprend pas encore totalement bien non plus. Mais ça pourrait être aussi un endroit intéressant à explorer justement pour cette vie. Alors, si c'était pas dans le système solaire, où est-ce qu'on pourrait trouver de la vie? Autour d'une autre étoile. Donc jusqu'à 1995, c'était assez impensable parce qu'on n'avait pas détecté d'exoplanètes. En 1995, Michel Mayor de l'Observatoire de Genève et Didier Queloz ont détecté la première exoplanète qui répond au doux nom de 51 Pegasus B. Depuis ça, on en a trouvé beaucoup, environ 3300, il y en a encore certaines qui sont pas tout à fait sûres. On en trouve de plus en plus chaque année. Et on en trouve aussi de plus en plus petites. Parce que la première, c'était une planète de la taille de Jupiter, et un peu plus grosse, mais de la masse de Jupiter, qui tournait très très proche de son étoile. Avec le temps, on commence à avoir plus de données sur plus de temps, donc on est capable de détecter des planètes qui sont de plus en plus loin de leur étoile et de plus en plus petites aussi. De plus en plus petites, ça veut dire non pas des géantes gazeuses, mais des planètes de type terrestre. Alors, comment on les détecte? Parce qu'il faut bien imaginer que la plupart des exoplanètes détectées, sur les 3300, on a vraiment très très peu qu'on a pu voir directement. Parce qu'il faut qu'elles soient proches pour ça, ce genre de choses. La plupart du temps, quand on détecte une exoplanète, on ne la voit pas elle, mais on voit son étoile et on voit l'effet de la planète sur son étoile. Pour ça, il y a deux techniques principales. D'accord. Voilà, ça y est, c'est parti. La première, c'est les vitesses radiales. Donc, si vous avez une planète qui tourne autour de son étoile, vous voyez ici, on regarde la lumière de l'étoile, et il y a ces petites bandes noires dans la lumière de l'étoile qui sont des bandes d'absorption d'éléments chimiques en fait qui absorbent une partie de l'étoile qui nous parvient. Et bien, ces bandes d'absorption, elles bougent légèrement. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Je vais essayer de remettre. Si vous regardez ici, les bandes noires, elles varient très légèrement, elles changent d'endroit dans le spectre, dans l'arc-en-ciel de couleurs.
qu'on observe. En fait, ça c'est dû à la planète, elle fait osciller légèrement l'étoile, donc l'étoile elle n'est pas fixe, elle oscille légèrement, donc ça crée un changement de vitesse, donc avec ce qu'on appelle l'effet Doppler, il y a ce changement des raies, et en étudiant ça, eh ben, on peut déduire qu'il y a une planète autour de l'étoile. En gros, pour simplifier, on a un radar pour les étoiles. C'est comme le radar pour les voitures, on a la même chose, plus ou moins, et ça nous permet d'être précis à 1 mètre par seconde, ce qui est pour un objet très très loin, donc ça correspond à 3,6 km. Et voilà, cette technique, comme je viens de me le rappeler, ça nous permet de connaître la masse. Ça dépend de la masse de la planète, donc on peut obtenir la masse. Avec la deuxième technique qui s'appelle les transits, quand vous avez une planète, si elle passe devant son étoile par rapport à nous, donc il faut être dans une bonne configuration, hein, si ça tourne dans l'autre sens, ça passe pas devant, et bien vous pouvez voir la lumière, la luminosité qu'on reçoit de l'étoile, elle va diminuer légèrement avant de remonter quand la planète n'est plus devant son étoile. Ça nous permet de connaître la taille de la planète, parce que plus elle est grosse, plus elle va cacher une partie de son étoile, et du coup plus la luminosité va baisser. Cette baisse de luminosité, c'est 1% pour une planète de la taille de Jupiter, c'est-à-dire 11 fois plus grand que la Terre, et pour une planète de la taille de la Terre, c'est moins de 0,01% de la luminosité reçue. Il faut des instruments assez précis pour ça. Donc, avec ça, on a le rayon. Si on a les deux, on peut connaître la densité de la planète, et du coup avoir une idée si elle est justement constituée de roches, de gaz, de liquide, si elle est constituée comme la Terre, ce genre de choses. C'est d'ailleurs l'objet de la mission Khéops qui va partir bientôt. Je vous laisse aller à notre stand si vous voulez plus d'informations sur Khéops. Et qui est le premier satellite de l'Agence spatiale européenne développé sous leadership suisse. Alors, depuis 2009 aussi, on a une dizaine de planètes dans ce qu'on appelle la zone habitable. La zone habitable, c'est un très très mauvais nom, habitable, mais ils ont commencé avec ce nom-là, donc on continue. En fait, c'est pas habitable dans le sens où on pourrait nous habiter dessus, ça veut juste dire que l'eau, elle pourrait, s'il y en a sur la planète, à ce moment-là, elle pourrait être sous forme liquide. Donc ça dépend majoritairement de la température de l'étoile, de l'atmosphère, ça. Et donc tout ça, ça va faire une zone de distance par rapport à l'étoile dans laquelle l'eau, elle pourrait être liquide parce que les conditions de température à la surface pourraient être entre 0 et 100 degrés. Donc c'est ces planètes-là qui nous intéressent énormément parce que comme j'ai dit, l'eau liquide c'est un des critères principaux pour lesquels on pense qu'il pourrait y avoir de la vie, enfin une nécessité pour pouvoir développer la vie. Donc on se concentre sur ces planètes-là, on en a une dizaine mais on en trouve aussi de plus en plus. Voilà, donc là vous pouvez voir par exemple dans notre système solaire, la zone habitable c'est ce qui est en vert ici. Donc Vénus est vraiment juste à la limite, donc il pourrait y avoir de l'eau liquide. Le problème c'est sur Vénus il y a un très gros effet de serre, donc la température est de plusieurs centaines de degrés à la surface, sans parler de la pression qui nous écraserait. Donc malheureusement il n'y a plus d'eau liquide et alors on pense qu'il pourrait quand même y avoir des possibilités de vie dans l'atmosphère de Vénus, parce qu'il y a des endroits plus froids, mais sur Vénus pour l'instant c'est un peu compromis. La Terre par contre on est bien au centre. Et Mars, elle est trop loin. Après, dans les exoplanètes qu'on a détectées, il y en a autour d'étoiles beaucoup plus froides. Donc, leur zone habitable en comparaison, elle est beaucoup plus petite. Et vous pouvez voir ici, par exemple, donc Kepler 186. C'est un système avec plusieurs planètes. Il y en a 4 qui sont très très proches, beaucoup plus proches que l'orbite de Mercure. Et la dernière, elle est à peu près sur l'orbite de Mercure. Et du coup, elle serait dans la zone habitable de cette planète. Ça, c'est un des bons candidats pour la vie ailleurs. Et alors, il y a aussi Proxima qui a été découverte il n'y a pas longtemps et qui est dans la zone habitable. Enfin, il y a des chances qu'elle soit dans la zone habitable. Il nous faut plus de données pour être vraiment sûr de ça. Donc après, bien sûr, tout ça, il faut, on peut les comparer aussi à d'autres mondes, comme Tatooine ou dans la SF, donc avec 2 soleils. Des planètes avec 2 soleils, on en a trouvé même avec 4 étoiles. Et vous avez aussi HD, donc par exemple 131 399, joli nom aussi, qui elle, donc la planète est là, donc elle tourne autour d'une étoile, et par contre elle a 2 autres étoiles qui tournent autour de cette étoile aussi. Donc elle est dans un système triple.
Enfin, on a trouvé aussi des planètes que la science-fiction, enfin, de ce que je sais pour le moment, n'a pas imaginé, comme GJ 436b, qui est une planète, elle est surchauffée par son étoile et du coup elle perd une partie de son atmosphère. Ça fait une sorte de queue cométaire derrière, comme une comète en fait, donc elle perd son atmosphère à cause de la chaleur de son étoile. Et du coup, voilà, pour chercher tout ça, il nous faut des télescopes. Je relaisse ou les autres instruments, je relaisse la parole à mon collègue. On va parler un peu d'instrumentation qui nous permettent de détecter et de trouver ces planètes. Alors, un des premiers qu'on a imaginé, c'est celui avec lequel, c'était à peu près ce modèle-là, c'est celui avec lequel Michel Mayor et Didier Queloz ont trouvé une exoplanète. C'est le télescope, ça c'est le télescope suisse, c'est le télescope de l'Université de Genève, qui est à la Silla, c'est-à-dire au Chili, à 2500 mètres d'altitude, en plein désert, il fait tout le temps beau. En Suisse, les observatoires professionnels, c'était Jungfraujoch, Gornergrat, moyenne d'observation 50 nuits par année. Là-bas, on est à 330 nuits par année. Donc quand on y va, on bosse. Quand on va ici, on joue aux cartes. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc voilà, ça c'est pour... Et puis aussi, maintenant évidemment, on a voulu... Celui-là, il fait 1,20 m de diamètre. Alors, on a mis des instruments sur des télescopes plus gros pour avoir plus de lumière, pour observer des planètes plus faibles. Alors voilà un des télescopes qui est aussi à la Silla, il fait 3,60 m de diamètre. C'est le premier grand télescope européen qui a été installé dans les fins des années 60, qu'on utilise encore aujourd'hui pour détecter des exoplanètes avec un instrument qui s'appelle ARPS, qui a été développé par l'Université de Genève aussi. Et puis, il y a maintenant le VLT, le Very Large Telescope, c'est un grand télescope européen, il y en a 4 comme ça. Ici on ne voit pas très bien, mais on imagine la taille, là vous avez un escalier, hein, donc c'est un télescope de 8,40 m de diamètre, il y en a 4 comme ça qui peuvent travailler ensemble, et on peut donc détecter aussi des exoplanètes. On a même réussi à détecter des atmosphères sur des exoplanètes, et même analyser, on commence à pouvoir analyser la composition chimique de ces atmosphères. Pourquoi on cherche la composition chimique de ces atmosphères? Parce que si on trouve une exoplanète avec une atmosphère et qu'il y a de l'oxygène, ça devient drôlement intéressant. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de toujours des télescopes de toujours plus gros, parce qu'on va chercher toujours plus loin et toujours plus fin. Et alors évidemment, on ne se contente pas de rester au sol, on envoie aussi des satellites. Ça c'est le satellite Kepler qui a trouvé plus de 2500 exoplanètes. Alors ce satellite il fonctionne sur la méthode des transits, hein, c'est donc on regarde si la planète passe devant l'étoile. Ce satellite photographie 200 000 étoiles à la fois. Toutes les 10 minutes, il prend une photo du même champ, il y a 200 000 étoiles, et après il y a un ordinateur assez puissant, des informaticiens assez calés, qui regardent toutes les étoiles pour voir si par hasard il y a une petite chute de lumière, et puis dire tiens là il y a peut-être une exoplanète. Ça, c'est ce qui est actuel. Et puis en construction, alors là, on tombe carrément dans le délire. Les Américains sont en train de construire le successeur de Hubble, donc un télescope spatial de 6,50 m de diamètre. Alors évidemment, on ne peut pas envoyer un miroir de 6,50 m de diamètre comme ça dans une fusée. Ils le plient en morceaux, hein, c'est un genre pliage japonais. Et puis quand le télescope est au bon endroit dans l'espace, à 1,5 million de kilomètres, eh bien, ils l'ouvrent comme une fleur. Et ça va donner cette espèce de truc jaune que vous voyez là, c'est le miroir du télescope. C'est un télescope qui va coûter, l'ordre de grandeur pour le moment c'est 5 milliards de dollars. Et puis les Européens ne sont pas en reste, eux ils veulent rester au sol, et ils vont construire un grand télescope, 40 mètres de diamètre, où on voit les voitures là, vous voyez en bas. Donc il sera construit, il est en train d'être construit, c'est au Chili aussi, dans le désert d'Atacama, un peu plus au nord que les deux télescopes que je vous ai montrés tout à l'heure. Et ce télescope-là, il fera, comme j'ai dit, 40 mètres de diamètre, il est en construction, il devrait rentrer à peu près en service 2021-2022. Vous imaginez que 40 mètres de diamètre, c'est la patinoire de Morges, hein, qui est là, qu'il faut déplacer au millième de millimètre. Toute la structure fait 600 tonnes, c'est quelque chose d'incroyable que sont en train de construire les Européens. Et puis nous, petits Suisses, eh bien, on reste quand même aussi dans la course. On construit, alors évidemment c'est tout à fait la même taille, hein, mais on construit un satellite qui s'appelle Khéops, dont vient de parler mon collègue Thibault. C'est le premier satellite suisse qui sera mis après dans une fusée de l'Agence spatiale européenne et qui mesurera
de manière très précise la taille des exoplanètes, toujours avec le même principe, hein, quand la planète passe devant l'étoile. Et avec ça, on espère trouver des exoplanètes aussi petites que la Terre, et pourquoi pas plus petites, et même peut-être des exolunes, mais ça c'est de la musique d'avenir. Alors, ce que je vous disais, ce qu'on va chercher maintenant avec ces énormes appareils, c'est d'abord savoir s'il y a de l'atmosphère, et s'il y a de l'atmosphère, s'il y a de l'eau et de l'oxygène, la vapeur d'eau et de l'oxygène dans ces atmosphères, ce qui nous donnerait une idée, enfin une cible préférentielle pour éventuellement chercher de la vie. Alors il y en a qui ont d'autres idées pour chercher la vie ailleurs, et ça a été développé dans les années 60 par Drake, justement, ce monsieur qui a fait cette fameuse équation pour trouver des civilisations extraterrestres. C'est le programme SETI. Alors que fait SETI? Eh bien, il pointe des endroits où il pense y avoir de la vie. Donc il y en a pas mal hein, dans le ciel. Et puis il écoute le ciel, il écoute une étoile, et ils essayent de chercher un signal qui pourrait être un signal intelligent. Hein. Donc par exemple, quand nous on leur dit, bah, tiens, là il y a une exoplanète, alors hop, ils vont vite avec leur radiotélescope, c'est des radiotélescopes, hein, c'est des antennes, ils pointent ça sur l'étoile où il y aurait soi-disant, où il y a une exoplanète, et ils écoutent pour voir si par hasard il y a un signal intelligent qui vient de cet endroit. Alors ça fait maintenant 50 ans que ça dure, ils n'ont encore rien trouvé, mais peut-être qu'ils arriveront avant ceux qui cherchent par les exoplanètes, on n'en sait rien. Le programme continue, il a été interrompu un temps parce qu'il n'y avait plus de fonds. La NASA a dit stop, vous ne trouverez jamais rien. Et puis le fondateur d'Apple, Allen, a remis 50 millions ou 40 millions dans l'aventure pour construire des télescopes, des radiotélescopes spéciaux, pour continuer à chercher la vie extraterrestre, l'intelligence, le signal intelligent. Seulement voilà, si on trouve quelque chose, prenons Alpha Centaure B, ou Proxima, j'ai mis Alpha mais c'est une erreur. Proxima Centaure B, c'est cette fameuse exoplanète qu'on a trouvée maintenant il y a 2 mois, qui tourne autour de l'étoile la plus proche du Soleil. Hein, c'était donc extraordinaire, et en plus de ça, elle a la taille de la Terre, elle est très rocheuse et puis dans la zone habitable. Alors on se dit, ben, on pourrait y aller peut-être. Elle est à 4,3 années-lumière, c'est-à-dire qu'à la vitesse de la lumière, il faudrait plus de 4 ans pour y arriver. Alors si on va à la vitesse de New Horizon, qui est la sonde américaine qui est arrivée sur Pluton l'année passée, vous voyez qu'elle va à 60 000 km/h, eh bien il faudrait 40 000 ans pour arriver là-bas, donc on oublie. Seulement il y en a qui se sont dit, mais bon, il y a aussi des gens qui imaginent, bon, il y a ceux qui font de la science-fiction, et puis il y a ceux qui rêvent, qui pensent à des nouvelles propulsions. Parce qu'on se dit, mais si on pouvait aller... Là, il y a ce qu'on appelle la Breakthrough Initiative. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un multimilliardaire russe qui s'est associé avec Stephen Hawking, vous savez, l'astronome qui est dans sa chaise, là, qui a étudié les trous noirs, etc. Donc, le russe a mis 100 millions sur la table pour essayer de développer des petites voiles solaires. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, si on pousse, si on éclaire une voile, la lumière pousse cette voile et l'accélère. Alors évidemment, ça ne va pas très vite. L'idée qu'ils ont eue, c'est de prévoir les voiles, elles sont comme ça à peu près, hein, elles font même pas 10 cm de côté. Là, ce que vous voyez là, c'est même pas 10 cm de côté. Ici, il y a des petits panneaux solaires avec une mini antenne. Et puis, ils vont construire un laser gigantesque, 100 gigawatts. Donc la puissance développée par ce laser, c'est 100 fois la puissance de la centrale nucléaire de Gösgen. Et tout ça pour pousser en 10 minutes des petites voiles, 1 millier, 10 000, pour arriver peut-être à cette fameuse planète qu'on vient de trouver. Là, on pense qu'il pourrait arriver à, vous voyez, à 20% de la vitesse de la lumière, donc on pourrait y arriver en 20 ans. Bon, c'est totalement utopique pour le moment, mais il y en a qui étudient cette possibilité. Et puis, il y a aussi une nouvelle propulsion qui, elle, existe, fonctionne. C'est ce qu'on appelle des moteurs ioniques. Donc, on chauffe un gaz et par un courant électrique, on l'expulse. Et ça permet, si on veut, d'accélérer très doucement la sonde, mais pendant très longtemps, parce que le rendement est bien supérieur à une fusée standard. Et là, les derniers calculs montrent qu'on pourrait arriver sur Proxima B, donc cette fameuse exoplanète, en 250-300 ans. Mais bon, ça aussi, c'est encore
de la musique d'avenir. Par contre, les auteurs de science-fiction, eux, ils ne se gênent pas. Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu dans Avatar, le vaisseau principal de Venture Star, lui, il fait 1500 mètres de long. Il y a des moteurs nucléaires, il y a une voile, il y a tout ce qu'il faut pour aller le plus vite possible. On peut même quasiment atteindre la vitesse de la lumière. Mais bon, on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière parce qu'à ce moment, l'énergie serait infinie. Donc voilà, alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vie, elle existe ici. Et puis, pour le moment, mais on est encore aujourd'hui, on est les seuls. Voilà, merci beaucoup.